Alors, ma première question sera pour Guillaume Crépin. Et cette question a pour but de dissiper un malentendu. Les collectivités sont-elles ciblées spécifiquement par la cyberattaque ou elles sont touchées parce qu'elles sont mal protégées? Et pour expliquer ceci, est-ce que vous pourrez nous expliquer en même temps comment sont montées et comment sont réalisées ces cyberattaques? Je pense que votre micro marche naturellement. Comme ça, on m'entend? Oui, c'est bon. Voilà, tout à fait, on vous entend très bien. Bonjour, donc je suis Guillaume Crépin, je suis le délégué de l'ANSSI pour la région Île-de-France. La question est double, donc est-ce que les collectivités sont ciblées et comment est-ce que ça fonctionne? On va tout de suite évacuer une idée reçue. Non, les collectivités territoriales ne sont pas particulièrement ciblées en tant que telles. On a évidemment des attaques ciblées de la part des attaquants informatiques. Ces attaques ciblées vont être plutôt orientées vers des structures critiques ou des très grosses entreprises qui ont du capital, qui ont de l'argent. On va appeler ça de la chasse à la baleine ou du big game hunting. Malheureusement, les collectivités territoriales, elles sont prises, on va dire, dans le chalut. Ce sont des attaques qui ne sont pas ciblées du tout, ce sont des attaques automatisées. Et elles vont être prises tout simplement, au même titre que les autres, sur des attaques industrialisées et indifférenciées. Comment est-ce que ça marche? C'est relativement simple à expliquer, un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais relativement simple à comprendre. L'attaquant va élaborer des scripts, des robots, qui vont aller surfer sur Internet de manière automatique à la recherche de vulnérabilités sur des systèmes. Si on veut prendre une image, on va dire que l'attaquant va embarquer dans son script des espèces de clés pour des serrures qu'il connaît, et quand le robot va découvrir la serrure, il a la clé qui correspond, il va ouvrir, il va s'infiltrer sur le système, et il va rentrer et se déployer. L'attaquant ensuite revient et manuellement regarde où il est entré, dans quel poste il est rentré, et s'il peut, comme on dit chez nous, se latéraliser, c'est-à-dire passer de poste en poste pour élever ses privilèges et atteindre un cœur de réseau pour devenir le super administrateur du réseau, ce qui lui permet après de prendre le contrôle de l'ensemble des machines, d'installer ses logiciels, de se ménager des portes d'entrée, au cas où il serait chassé, des portes de sortie, s'il veut exfiltrer des données, d'installer ses bombes logiques, s'il a décidé, par exemple, de chiffrer les données. Donc voilà comment ça se passe. Il va automatiser le process, revenir ensuite manuellement, installer ses produits, et puis revenir de temps en temps pour voir s'il est toujours là, si les portes sont toujours là, et exfiltrer ses données. Fabien Guénier, vous êtes responsable du studio des communs de la cyber et RSE au campus cyber. Rappelez-nous brièvement qu'est-ce que le campus cyber et dans cette organisation, quelle est votre mission? Donc, comment vous pouvez assister les collectivités éventuellement Alors, dans ce cadre? le campus cyber, c'est une nouvelle organisation qui a été inaugurée au mois de février de cette année, avec la particularité de regrouper au sein de sa gouvernance à la fois du public pour 44% et le reste des 56% que des entreprises de droit privé qui ont toutes pris part au capital. Ce qui nous permet d'avoir un véhicule d'innovation dédié à la cybersécurité en France qui est structuré et orienté par l'écosystème lui-même. Et pour faire ça, on a décidé d'avoir un modèle où, au sein du conseil d'administration, on va élire des représentants. Et ces représentants viennent de collèges qui représentent des typologies d'acteurs. Donc on va avoir un collège des bénéficiaires, un collège de la recherche, un collège de la formation, et on va avoir comme ça 9 collèges. Avec un peu cette spécificité, c'est qu'on a un collège des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer dans le vaisseau amiral de la cybersécurité française les clients finaux de la cybersécurité, de manière à ce qu'ils aient leur mot à dire sur l'organisation et les orientations du campus cyber. Donc, moi, mon rôle dans ce campus, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le studio des communs. L'idée des studios des communs, c'est de se dire que si on fait un lien un peu simpliste, mais quand même assez vrai, entre l'innovation et l'investissement. Donc on considère que les entreprises qui ont les plus grandes capacités d'investissement sont celles qui prennent le plus de risques, et donc qui, in fine, devraient innover le plus. On s'est dit qu'on ne serait peut-être pas à la hauteur de certaines nations ou de grandes entreprises à l'international. Mais si on fait rentrer une nouvelle variable dans ce modèle, qui serait en fait la mutualisation à la fois des ressources financières, ressources techniques, données et tout un autre ensemble
de support, on va pouvoir, nous, du coup, créer une nouvelle forme d'innovation qui va être mutualisée entre les membres du campus cyber, de manière à ce que on arrive à atteindre notre objectif qui est de développer la confiance dans le numérique en France, en Europe, faire valoriser l'expertise française à l'international et puis résoudre une problématique qui est le manque de compétences dans le monde de la cybersécurité. Alors, nous, ce qu'on va faire, entre autres, vis-à-vis des collectivités, pour répondre à la question, c'est que aujourd'hui, on est en train de monter un programme, entre autres avec l'Île-de-France, qui va consister à développer des produits ou des accompagnements spécifiques aux collectivités, PME et ETI. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Et l'idée, c'est en gros de reprendre les grandes orientations de l'ANSSI en matière d'hygiène numérique et d'essayer de les rendre applicables pour des structures plus petites que les organisations d'importance vitale, que sont les grandes entreprises souvent. Est-ce qu'on a une idée, on voit que les chiffres des cyberattaques sont effrayants et les conséquences pour les collectivités très lourdes. Est-ce qu'on a une idée du type ou des types d'attaquants auxquels on a affaire ? C'est un peu ce qu'a dit Guillaume, en fait. Ce qu'on constate, c'est que quand on parle d'attaquants, on pourrait avoir l'image d'une personne seule derrière un ordinateur qui va essayer de sonder Internet. Ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, être un attaquant, c'est surtout être une entreprise, ou un groupuscule en tout cas de personnes qui vont multiplier un certain nombre de compétences. La première qui a été citée, c'est d'avoir la capacité à scanner l'ensemble du réseau d'Internet pour identifier où est-ce qu'il y a des portes ouvertes pour entrer. Puis après, on va avoir besoin de compétences pour rentrer et acquérir des privilèges sur les différents systèmes. D'autres compétences aussi pour comprendre le réseau, les systèmes de sauvegarde, parce que pour que l'attaque soit la plus efficiente, il faut quand même réussir à attaquer à de multiples points. Et puis on a aussi deux autres profils particuliers. Un qui va être l'ingénierie sociale, parce que parfois on peut avoir des attaques un peu ciblées, on y reviendra, parce qu'en ce moment il y a une attaque très importante sur le Costa Rica, peut-être que vous en avez entendu parler. Donc ça veut dire identifier l'activité des personnes sur Internet pour faire du phishing. Et puis la dernière personne, c'est le négociateur. C'est la personne qui va rentrer en contact, qui, une fois que votre ordinateur est bloqué, vous avez un moyen de communication qui s'ouvre avec vous en direct et qui vous dit, en gros, en quelques mots, nous savons que vous êtes attaqué, on vous propose un package de solutions avec un certain tarif. Dans un cas, on vous vend une clé de chiffrement pour pouvoir débloquer. Dans d'autres cas, on vous explique comment patcher vos systèmes. Et tout ça, pour chaque package, on a donc le négociateur qui va vous faire une offre commerciale, évidemment, tout ce qu'il y a de plus... un modèle entrepreneurial basique, in fine, pour vous sortir de cette situation. Annie-Joseph, vous êtes maire de Millemont, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une commune de 270 habitants dans les Yvelines, tout au nord de la forêt de Rambouillet. Et vous avez été victime d'une cyberattaque. Alors, avant de nous expliquer comment ça s'est passé, rappelez-nous de quoi se compose votre système d'information. Je le dis avec des guillemets qui ne sont pas du tout mon cœur. Non, effectivement, nous sommes une petite commune donc, de 270 habitants. Plus près le micro, s'il vous plaît, comme ça on vous entendra mieux. Ouais. Alors, un secrétaire de mairie, 3 demi-journées par semaine. Le système d'information se compose d'un PC, d'une box pour, bien sûr, Internet, une imprimante. Voilà, c'est à peu près tout. Et le système de sauvegarde était connecté, à cette époque-là, directement sur le PC du secrétaire de mairie. Donc, quand la machine principale était touchée... Voilà, alors donc en fait, on se trouve tout au début du confinement. Donc à cette époque-là, on cherchait des moyens de pouvoir se connecter à distance sans avoir à se déplacer, puisque les déplacements étaient vivement décommandés. Et donc, on a fait ce qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais on a installé un système qui nous permettait de nous connecter à distance. Et donc, bien entendu, ça nécessite d'avoir le PC ouvert en permanence, ce que l'on a bien sûr laissé. Et puis le système de sauvegarde, bien sûr, connecté. Donc on s'est aperçu, malheureusement, en voulant prendre la main à distance, que toutes les données étaient cryptées et qu'on n'avait pas de moyen de faire quoi que ce soit sur le système.
Alors, en plus, vous l'avez appris à distance, vous n'avez pas On a appris à distance. l'écran Voilà. classique avec L'écran classique avec des informations disant que voilà, c'était crypté. Alors après, on n'a pas été plus loin. Donc moi, je suis vite allée à la mairie, j'ai coupé l'électricité pour éviter effectivement que ça se continue. Mais malheureusement, l'ensemble était déjà crypté, c'était déjà trop tard. Et alors, quelles sont les données que vous avez perdues et comment avez-vous fait pour les retrouver ou les reconstituer? Dans certains cas, il faut tout refaire. On a perdu, bien entendu, l'intégralité des données, puisque tout était crypté. Alors, je peux vous avouer que c'est un... S'il vous plaît, pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais voilà, on vous entendra beaucoup mieux au fond. C'est un grand moment de solitude, parce qu'on ne sait pas trop par quel bout on doit prendre le problème. Donc, les données étant cryptées, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a, comme je vous disais, coupé l'électricité de manière à ne pas envenimer ce qui était déjà gravement endommagé. Et puis, on a essayé de reconstruire, d'abord de porter plainte. D'ailleurs, on a commencé par porter plainte, et puis essayer de reconstruire avec ce que l'on a pu retrouver. Alors, on avait un vieux disque de sauvegarde, on est parti de ce vieux disque, et puis on a mis à peu près entre 2 et 3 semaines à tout reconstruire. D'accord, donc ça a été quand même... C'était très long, parce qu'il a fallu s'adresser à des éditeurs de logiciels. Alors, dans cette période troublée qu'était le confinement, les difficultés que nous avions à contacter les interlocuteurs, et ce qui nous a amené effectivement à prendre entre 2 et 3 semaines pour tout reconstruire. Et même encore aujourd'hui, 2 ans après, on a encore des données que l'on savait avoir à cette époque-là et qu'on n'a plus. Bien, Jean-Laurent Nguyen-Cac, je rappelle que vous êtes directeur général du Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France, que nous allons désormais désigner comme le CIG, parce que pour faire un peu plus court, on va gagner du temps. Pour préparer cette table ronde, j'ai voulu me rendre sur votre site, comme je fais d'habitude, pour vérifier un petit peu quelle était son actualité. Et là, je tombe sur un écran qui me dit que le site est inaccessible pour cause de cyberattaque. Alors, que s'est-il passé? Quand est-ce que ça a commencé déjà? Écoutez, ça a commencé, disons qu'on a commencé à voir les effets le 28 janvier. Moi, j'ai pas de meilleure comparaison que... imaginez-vous conduire la nuit là, sur un chemin de campagne en pleine nuit, et puis tout d'un coup, la voiture continue à avancer, mais vous n'avez plus rien, plus de phare, plus de tableau de bord, plus rien. C'est-à-dire que vous êtes dans le noir complet, vous ne savez pas s'il y a un trou devant vous, vous ne savez pas ce qu'il y a sur le côté, vous ne savez rien. Pourtant, le moteur tourne quand même, mais vous ne connaissez pas l'étendue des dégâts. Donc, ce qui s'est passé, c'est un peu ça. Et par sécurité, si ça vous arrive en pleine campagne, vous allez quand même, j'imagine, arrêter le moteur. Et c'est ce qu'on a fait. On a tout arrêté, l'informatique, par sécurité, parce qu'on ne connaissait pas du tout l'étendue des dégâts. À partir de là, se pose, j'y reviendrai, mais se pose immédiatement, l'espace de 5 minutes, des centaines de problèmes à régler qui sont de 4 ordres. Alors, pardon, rappelez-nous, avant de continuer, de quoi se compose votre système d'information, parce qu'on a vu que dans le cas de la mairie de Millemont, c'était très minimaliste. Vous êtes déjà un organisme plus important? Alors oui, on est un organisme en l'espèce plus important, puisque nous gérons 1100 collectivités territoriales sur l'Essonne, Yvelines, Val d'Oise, les 1100 collectivités. La carrière donc de tous leurs agences, qui représentent à peu près 50 000 personnes en titulaires et stagiaires, et environ 75 000 à 100 000 personnes si on ajoute les contractuels. Nous sommes référents pour l'ensemble des centres de gestion, c'est-à-dire les 97 centres de gestion départementaux de France. Je sais pas, on fait aussi la médecine professionnelle pour environ 100 000 personnes, dont, en l'espèce, et j'y reviendrai aussi parce que ça a son importance, les policiers de la préfecture de police de Paris. Donc des données sensibles, très sensibles. Donc avec des données très sensibles, oui. Et alors, sur la question du système d'information, vous avez beaucoup de postes, vous avez pas mal de serveurs aussi, me semble-t-il? On a 170 serveurs virtualisés, ouais. Mais
Enfin, moi, il y a trop à dire, si vous voulez, sur cette attaque. Moi, sur cette histoire de serveur, si vous voulez, je vais juste dire quelque chose. Sur 170 serveurs, on en a 70 qui ont été effacés, 18 qui ont été cryptés. Avec, au final, une exfiltration de données qui a été très faible. Ça ressemble à du sabotage, ça ne ressemble pas à une extorsion de fonds. Parce que si vous voulez extorquer de l'argent à quelqu'un, vous exfiltrez beaucoup de données pour pouvoir les restituer si la personne paye. Or là, il y a eu très peu d'exfiltration de données, mais par contre 70 serveurs qui ont été effacés. Ça ressemble beaucoup plus à du sabotage ou du test qu'une extorsion de fonds. Mais peu importe, la gendarmerie, enfin la police, puis la gendarmerie qui a été saisie s'occupe de la plainte, mais voilà, je voulais juste préciser ce détail. D'accord. Allez-y, pardon. Donc ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est que vous avez 4 types de problèmes à régler, enfin des centaines de problèmes, mais de 4 ordres. Vous avez des problèmes évidemment techniques, vous avez des problèmes juridiques, vous avez des problèmes de communication et vous avez des problèmes managériaux qui sont les plus importants d'ailleurs. Tous en même temps, tous avec la même urgence. Les problèmes juridiques parce vous êtes obligé de prévenir la CNIL dans les 72 heures parce que vous saisissez tout de suite l'ANSSI, parce que l'ANSSI d'ailleurs qu'on remercie parce qu'il nous a orientés vers des sociétés qui nous permettent d'analyser l'attaque. Mais l'analyse de l'attaque, elle est fondamentale, sauf qu'on est passé par Orange Cyberdéfense, une super société. Mais elle a mis 15 jours, 3 semaines avant de nous rendre ses conclusions. Or, comme il n'y a plus de son, plus d'image, pour les milliers, les dizaines de milliers de correspondants que nous avions, tout le monde frappe à la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que viennent les problèmes de communication. Et on ne peut pas communiquer si on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. De plus, vous avez 2 grands problèmes, c'est-à-dire vous avez les dégâts qui ont été causés, et puis vous avez ce problème aussi d'exfiltration de données. C'est-à-dire que comme on a des données sensibles, s'il y a eu des exfiltrations de données, vous êtes obligé de prévenir dans un délai raisonnable tous les gens dont vous êtes dépositaire des données. Nous, chez nous, ça représente 150 000 personnes. Il faut toutes les prévenir individuellement. Donc, et tant qu'on n'a pas le rapport d'Orange Cyberdéfense, on ne peut rien faire. Donc, vous voyez, Comment vous avez fait? Parce que vous ne pouvez pas appeler 150 000 personnes, vous ne pouvez pas faire 150 000 courriers. Alors, globalement, si vous voulez, j'aurai le temps d'y revenir si vous avez d'autres questions, mais en fait, ce qui compte avant tout, c'est la solidité du modèle managérial de votre... moi, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment avoir un modèle organisationnel et managérial solide. On a eu la chance d'avoir ça et finalement on a pu s'en sortir. En fait, effectivement, on n'a pas contacté les 150 000 dépositaires, enfin personnes dont nous avions les données, mais on a contacté les 1100 collectivités en leur demandant de contacter leurs agents. Ce qui revient au même. Mais on ne pouvait pas, tout de même, on n'avait pas les adresses des agents. Mais bon, globalement, aujourd'hui, si vous voulez, on s'en est sorti. Mais à titre préventif, je voulais brosser un tableau un petit peu de ce qu'on avait vécu pour expliquer à quel point il est important que les gens appliquent un certain nombre de mesures préalablement, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais... Absolument, et se préparer au choc, parce que ça peut arriver. Alors justement, on sait que la sécurité totale n'existe pas, Guillaume Crépin, mais comment peut-on se préparer quand on est une collectivité pour limiter les chances de faire partie des victimes? Alors, pour éviter les risques d'être victime d'une attaque cyber, encore une fois, c'est assez simple à dire et toujours un peu plus compliqué à mettre en place, mais le message, il est pourtant assez simple. Il suffit d'appliquer l'hygiène numérique de base. L'ANSSI a identifié 42 règles d'hygiène numérique de base qu'elle a compilées dans un guide que vous pouvez trouver sur le site de l'agence et qui est aujourd'hui le guide de référence national. Donc on a compilé 42 règles et l'idée c'est d'atteindre ces 42 règles dans la sécurité de votre système. À l'ANSSI, on part du principe que si vous appliquez les 42 règles d'hygiène numérique de base, si vous tendez à les appliquer toutes, et que vous avez une base réglementaire solide. Vous êtes à jour de l'ensemble des réglementations qui s'imposent à vous. Donc pour une collectivité territoriale, ça va être le RGPD,
le RGS, IBIOS, EIDAS pour l'identité numérique. Ça peut aussi être la directive Nice peut-être qui va s'appliquer aux collectivités. Bref, si vous appliquez les 42 mesures d'hygiène de base et que vous avez une réglementation à jour, on considère que vous pouvez vous prémunir contre 90% des attaques qui circulent sur Internet. L'échelon suivant, ce sera des attaques ciblées ou particulièrement techniquement compliquées, où on devra avoir une petite élévation de sécurité. Une autre mesure pour se prémunir, relativement facile à mettre en place, c'est de sensibiliser, former, sensibiliser les utilisateurs. Aujourd'hui, on considère trop souvent que l'utilisateur, c'est le problème. C'est le problème entre la machine et le clavier. En fait, un utilisateur sensibilisé, un utilisateur formé, au courant des risques, il peut aussi être le dernier rempart à l'attaque. C'est-à-dire que l'attaquant va utiliser les vulnérabilités techniques qu'il va rencontrer sur des machines, et vous avez quelqu'un de l'autre côté du clavier qui, au final, ne clique pas et ne déclenche pas l'attaque, ou qui signale un incident qui permet de le neutraliser très vite. Donc vraiment, la sensibilisation, c'est important. On parle de système d'information. Je pense qu'il faut revenir plus globalement à la définition d'un système d'information. Un système d'information, on a toujours un biais numérique, un biais technique. Quand on pense système d'information, on se dit, c'est des machines. Donc on va mettre des antivirus, on va mettre des pare-feux, on va mettre des sondes, on va mettre des logiciels de détection de plus en plus profonds sur les machines. Un système d'information, c'est quand même beaucoup plus global que ça. Un système d'information, si on veut vraiment faire la défense globale, ce sont des machines et des réseaux, évidemment. Ça va être aussi des données qui vont transiter sur ces machines et ces réseaux et qu'il faut protéger en fonction de leur criticité. Un système d'information, c'est aussi l'utilisateur. L'utilisateur de la machine fait partie du système. Il doit être sensibilisé de manière à participer à la protection du système. Et un dernier élément qu'on oublie très souvent dans un système d'information, c'est la procédure. La procédure d'utilisation de l'ensemble des machines et des données. Comment est-ce que je fais pour utiliser mes outils numériques? Il faut qu'elle soit écrite, il faut qu'elle soit opposée à l'agent ou au salarié dans une charte informatique pour que les règles soient claires et posées. Et cette procédure, il faut aussi qu'elle soit appliquée à l'extérieur. Quand on va contractualiser avec quelqu'un, on va regarder ce qu'il y a dans les conditions générales d'utilisation du logiciel ou de la solution pour savoir à quoi on s'expose juridiquement, de manière à, en amont, prendre toutes les mesures pour éventuellement neutraliser ces menaces qui pourraient arriver par le biais juridique. Donc vraiment se retirer de l'esprit ce biais purement technique de sécurité des systèmes d'information et penser global, machine, données, utilisateurs et procédures. Denis Largueron, vous êtes maire de Meudon. La ville de Meudon emploie quelques 650 agents et dispose d'un parc de 300 postes actifs. Vous n'avez pas été victime de cyberattaques, en tout cas pas de cyberattaque qui aurait réussi, mais vous êtes au contraire en train de sortir d'un audit de cybersécurité réalisé dans le cadre du plan de relance. Quelles sont les principales conclusions de cet audit? Est-ce que vous êtes bien protégé ou est-ce que vous avez eu de la chance quelque part? La vérité est toujours un peu entre les deux. Je dirais que quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Hein. C'est un peu l'adage en la matière. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir se confronter à un regard extérieur et de manière à identifier des points de fragilité. Et pour rebondir sur ce que disait M. Crépin de l'ANSSI, puisque cet audit, nous, on l'effectue justement dans le cadre de recommandations ANSSI, et vous l'avez dit, dans le cadre du plan de relance, c'est de bien identifier le fait que les 42 règles d'hygiène numérique auxquelles faisait référence M. Crépin, autant on peut éventuellement les mettre en place et être à jour sur un temps donné, sur un périmètre finalement assez vaste, autant ce qui est très difficile, c'est de rester à jour et efficace et protégé sur ne serait-ce que le moyen terme. Je n'irai même pas jusqu'au long terme. Donc, ce que nous, on identifie, c'est qu'en effet, on peut être plutôt bon, par exemple, dans la sécurité périmétrique, et donc là, ça relève de nos équipes techniques. On peut effectivement avoir un certain nombre de zones de risque qui sont vraiment protégées parce qu'on a mis en place des règles qui nous protègent. Mais ce qui est très difficile, c'est d'être bon sur l'ensemble du périmètre en même temps et sur une durée longue. Pourquoi? Parce que nous avons notamment
des applicatifs métiers, des prestataires extérieurs qu'il est très difficile non seulement de contrôler, parce que souvent on a affaire à des éditeurs qui ont des conditions générales de vente d'ailleurs qui sont, pour être générales, elles sont plus que générales, elles sont génériques. Et le poids d'une commune, que ce soit celle de ma collègue, mais y compris la mienne, y compris celle d'un département des Hauts-de-Seine, n'est pas suffisant pour aller faire revenir un éditeur sur des conditions générales de vente d'un logiciel qu'il a déployé sur des dizaines, des centaines de milliers de clients. Donc on a ces failles dans le système qui sont dues au fait que nous ne sommes que des utilisateurs de certains logiciels et qu'il est difficile aussi de pouvoir mettre les moyens pour upgrader, pour être toujours au bon niveau de la bonne version de l'applicatif, parce que ceci vient perturber aussi des processus métiers. Et donc là, on crée des failles du fait de la difficulté de suivre aussi des logiciels dans leur progression. J'ai identifié aussi, bien sûr, le turnover de nos collaborateurs. Dans nos communes, maintenant, on est soumis au même turnover, enfin on commence à être soumis au même turnover que dans les entreprises privées. Et donc, le temps où on avait dans nos mairies, dans nos collectivités, des collaboratrices, collaborateurs qui restaient 5, 10, 15, 20, j'ai des agents qui partent là au bout de 30, 32 ans de mairie. En ce moment, ce sont des collaboratrices et des collaborateurs qu'on a pu acculturer dans la durée. Maintenant, aujourd'hui, on a des collaboratrices, des collaborateurs qui restent 2 ans, quelques mois, 3 ans, qui partent. Et donc, la nécessité de la sensibilisation et de l'acculturation, elle est permanente. Et ça, c'est évidemment très difficile à mettre en place aussi, parce qu'il y a un moment où on vient lasser l'utilisateur, on vient lasser ceux qui sont là depuis un certain moment. Et donc, ce qu'on identifie, et si vous voulez, ce qui est très précieux dans l'audit du plan de relance de l'ANSSI, c'est qu'on s'intéresse, il y a un radar comme ça d'identification des menaces ou de la pertinence de la réponse de la collectivité, et ça va de la gouvernance du système d'information en passant par les applicatifs, en passant par la détection, en passant par la sécurité périmétrique, la sensibilisation, et ça permet déjà d'avoir de considérer et d'admettre que la sécurité est un problème global. Et donc, ce n'est pas juste quand on a traité un problème qu'on peut se considérer comme étant protégé de tout. Voilà. Donc, on voit aujourd'hui que dans les nouvelles formes aussi de travail collaboratif, de travail à domicile, de télétravail, on est soumis à des nouvelles typologies de réponses et de failles de sécurité à prendre en compte. Et c'est tout l'intérêt de l'offre, de la nouvelle offre cybersécurité au sein du syndicat Seine-et-Yvelines numérique, on est en train de modéliser et de proposer aux collectivités, c'est qu'on part bien de cette typologie qui a été identifiée par l'ANSSI, qui va de la question de la sensibilisation jusqu'à la question évidemment des expertises particulières qui vont se mettre en face des typologies de risques techniques qui sont susceptibles d'être rencontrés par nos collectivités. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une identification entre les risques et les réponses et les offres qui sont proposées aux collectivités par rapport à ces risques. Parce que, effectivement, nous n'avons pas forcément la capacité en interne d'aller chercher une offre correspondante à un risque à un moment donné. Parce qu'à partir de là, on ne se pose pas forcément les bonnes questions lorsqu'on est dans ce type de réflexion ou de positionnement. Sur la question de la sensibilisation, est-ce que vous avez dans vos équipes un référent qui attrape au tout nouveau qui arrive et le passe à l'examen et éventuellement l'aiguille vers une formation ? Alors ça fait partie des points de progression. On n'a pas encore ça. On a avec les villes voisines, on a mis en place des DPO croisés qui nous permettent d'avoir notamment sur le RGPD des regards extérieurs de manière à identifier des failles, des points de progression
de nos villes sur les questions de RGPD, puisque je rebondis là aussi sur un des éléments auxquels faisait référence Monsieur Crépin. Et sur la sensibilisation, aujourd'hui, on est encore trop dans la sensibilisation de masse, j'ai envie de dire, et insuffisamment dans de la sensibilisation, y compris par individuel ou par utilisateur de tel ou tel type d'applicatif sur lequel, effectivement, il peut y avoir une façon d'utiliser, d'appréhender cet applicatif de manière à ne pas laisser la porte ouverte à tel ou tel type d'attaque. Guillaume Crépin, si malgré toutes les précautions, donc, et dans la ville de Meudon, ça semble être le cas, et c'est bien pensé, si malgré toutes ces précautions, on finit par être victime d'une cyberattaque qui est réussie, comment gère-t-on la situation de crise? Quelles sont les premières mesures à prendre? On a vu tout à l'heure l'exemple de Jean-Laurent Nguyenka qui a donné sa méthode en 4 parties. Est-ce qu'il y a une méthode ainsi pour y faire face, justement? La première mesure à prendre quand on subit une cyberattaque d'ampleur, c'est de déclencher le plan de gestion de crise, ce qui nécessite évidemment d'en avoir un en amont. Ça fait partie des mesures d'hygiène et de défense, de penser l'impact. Vous pouvez mettre toute la défense que vous voulez, vous pouvez sensibiliser les collaborateurs, le risque zéro, il n'existe pas. À un moment, une attaque va perforer. Il y a quelques années, on disait, entre nous, il y a 2 types d'entreprises. Il y a celles qui sont attaquées et celles qui ne le savent pas. Et puis on est passé à, la question n'est plus de savoir si je vais être attaqué, mais quand. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est plutôt sur « je suis attaqué en permanence parce que les menaces sont industrialisées, automatisées. Je suis attaqué en permanence sur mes systèmes. Il y a des robots qui viennent en permanence chercher des failles chez moi. La question n'est plus de savoir quand, mais parce que c'est tout le temps. La question, c'est de savoir à quel moment ça va rentrer. Et ça va rentrer malheureusement. Il faut se préparer à l'impact. Le risque zéro n'existe pas. Donc, on peut mettre de la défense, on peut sensibiliser, mais il faut aussi, parallèlement, et c'est important, préparer un plan de gestion de crise. C'est véritablement primordial, parce que le jour où ça va vous prendre, vous aurez beau avoir toutes les défenses, si vous n'êtes pas prêt, malheureusement, vous ne vous en relèverez pas. Il y a des entreprises qui ne sont pas prêtes et qui mettent la clé sous la porte, et il y a des collectivités territoriales qui ne sont pas prêtes. Le jour où ça arrive, elles découvrent l'incident. Il y a déjà une forme de sidération. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on n'était même pas au courant qu'il pouvait y avoir des menaces, on n'était même pas au courant de la forme que ça pouvait prendre au moment où ça arrive. Donc il y a déjà ce temps qui est primordial de sidération où pendant 2-3 jours, on se demande ce qui se passe. Et ensuite, on se regarde dans le blanc des yeux en disant « qu'est-ce qu'on fait ? Chef, on fait quoi ?» Alors que si on anticipe les menaces pour savoir ce qui peut arriver, quelle forme ça va prendre, on peut en amont préparer une réponse. Donc le plan de gestion de crise est vraiment important. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais le jour où ça arrive? Des questions très simples. On va couper Internet pour éviter que ça se propage à l'intérieur et à l'extérieur. Qui prend la décision de couper Internet? Mais ça, ce n'est pas moi qui peux le répondre, c'est simplement à appliquer localement. Qui prend la décision de couper Internet? On va devoir appeler quelqu'un, on va devoir appeler plein de gens, l'assureur, le CERT, l'ANSSI, des prestataires, on va devoir appeler peut-être la police et la gendarmerie. Qui s'en occupe? Est-ce qu'on a un annuaire? Est-ce que l'annuaire est à jour? Est-ce qu'il y a bien quelqu'un au bout du fil? Parce qu'on est le 15 août, on a un numéro de téléphone d'urgence, mais la personne qui est de l'autre côté, elle est en vacances. Donc, gérer son plan de gestion de crise, c'est aussi vérifier que l'annuaire est à jour et que quand j'appelle, il y a bien quelqu'un au bout du fil. Donc, c'est aussi gérer son plan de communication. Il va falloir communiquer en interne pour expliquer aux collaborateurs, aux agents qu'on vient de subir une attaque. Tout ça se prépare. Il y a des éléments de langage à mettre en place, il y a des communiqués à mettre en place, il y a un porte-parole à désigner. Il faut aussi discuter à l'extérieur, il faut anticiper, parce que tout se sait, ça va très très vite à l'heure des réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont appeler pour savoir ce qui est en train de se passer. Alors qu'on est sous l'eau en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, on a des médias, des journalistes qui téléphonent pour savoir ce qui se passe. Tout ça s'anticipe et se gère sur un plan de gestion de crise. Donc c'est vraiment impératif. L'ANSSI a publié 3 guides pour vous aider à préparer votre gestion de crise. On a un guide qui s'adresse aux entreprises qui mettent en œuvre des exercices de crise à l'état de l'art de l'agence. Ça ne s'adresse pas évidemment aux clients, mais moi je vous invite quand même à le regarder pour savoir ce que vous pourriez mettre en place chez vous. Mais nous disposons d'un guide pour vous aider à monter un plan de gestion de crise avec les 2 niveaux d'une gestion de crise traditionnelle,
un niveau stratégique de prise de décision et un niveau opératif, et comment les deux se pilotent chacun à son niveau et se parlent chacun à son niveau. Donc sur chacun des items, on va s'adresser aux deux niveaux pour expliquer quelles sont leurs positions à chacun, de manière à ce que vous puissiez avoir un plan qui vous corresponde. Et le troisième plan que notre agence de communication interne a rédigé est concentré sur la communication proprement dite. Comment je prépare mes éléments de langage, qui va être le porte-parole, à qui je parle, qui risque de me parler, comment j'anticipe tout ça. La défense, ça passe par des mesures de défense en amont, techniques, de la sensibilisation, mais aussi par la préparation d'un plan de gestion de crise. Vraiment, c'est important. Et évidemment, ça va sans dire, ça va mieux en le disant, ça fait sourire tout le monde quand je le dis, mais c'est pourtant le cas. Le plan de gestion de crise, on ne le stocke pas sur les machines, on l'imprime et on le met dans un coffre-fort. Voilà, on a fait des copies. Voilà, on fait des copies, on l'imprime, on le met dans un coffre-fort et on le met pas sur le réseau en disant on a une sauvegarde du plan de gestion de crise. Malheureusement, c'est arrivé. Si on en parle, c'est parce qu'on a eu le cas. Chef, qu'est-ce qu'on fait? On va activer le plan de gestion de crise. Il est où? Il est sur l'ordinateur. Oui, donc non. On aurait pu rajouter des rires derrière, effectivement, ça arrive, on imagine bien. Jean-Laurent Nguyen-Cac, je reviens un peu vers vous. Vous nous avez décrit votre réaction de sidération après, et la panique qui vous saisit lorsque vous vous retrouvez dans une voiture qui roule sans frein, sans lumière, sans compteur de vitesse, sans rien. Une fois passé cette étape, donc vous avez quand même beaucoup de clients, entre guillemets. Concrètement, comment vous continuez à assurer vos missions? Est-ce que c'est papier-crayon? Et est-ce que vous êtes, donc ça a commencé en janvier, vous avez dit, est-ce que vous êtes revenu en nominal aujourd'hui ou pas encore? Oui, alors, on est revenu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, disons, sur 3 mois de crise, où on a mis en place une organisation spécifique, sur 3 mois de crise, j'ai vécu 15 jours en tant que victime et 2 mois et demi en tant qu'accusé. Ça, je crois que c'est important à le dire. On a été obligé de mettre en place une cellule psychologique pour les agents parce qu'on a le droit à 15 jours de compassion. Pendant 15 jours, j'ai des tas de collègues qui m'appellent, mon pauvre, ce qui t'arrive, c'est terrible, j'aimerais pas être à ta place, courage, etc. Bon. Et au bout de 15 jours, les gens commencent à appeler en disant, bon d'accord, on a compris, c'est pas de ta faute, mais c'est encore moins de la nôtre. Alors, est-ce que ça vient en ce qui concerne les services pour lesquels on paye, qu'est-ce que tu comptes faire? Et je pense qu'on soit dans le public ou dans le privé, c'est quelque chose qui pend au nez de toute personne qui sera attaquée. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que ça rajoute à l'urgence et aux demandes d'explications, et ça mêle tous les types de problèmes en même temps, sachant que derrière, ça crée d'énormes problèmes managériaux, parce que du jour au lendemain, vous avez des agents qui sont en sur-régime. Moi, j'ai des agents qui n'ont pas dormi les 3 premiers jours, par exemple, pour essayer de remettre en place, essayer de comprendre. Et puis, vous en avez l'autre moitié qui est, elle, au chômage technique parce qu'elle n'a plus accès à rien. Donc, elle ne peut rien faire. Et ça, à gérer, c'est facile une semaine, mais au bout d'un mois, ça commence à être compliqué, quoi. Alors, ce qu'on a fait pour rétablir tout ça, on a beaucoup communiqué. On a énormément communiqué. Moi, j'ai communiqué à titre personnel avec les 1100 collectivités, parfois avec les maires, parfois avec les DGS, parfois avec les DRH. C'est des réunions toute la journée pendant des semaines. À redire la même chose, mais à entendre aussi. Faut savoir, par exemple, enfin, ce qu'il y a de très important, c'est qu'il faut que. Alors, monsieur disait, chef, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ça. Je veux dire, chef, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Il faut prioriser. Il ne faut pas perdre la tête, quoi. Il faut prioriser. Il faut avoir une vision très claire de ce qu'on fait dans la semaine qui arrive. Pas forcément dans les 3 mois, mais disons dans la semaine, les 2 semaines qui arrivent. Je vous donne un exemple fondamental. On fait la paye pour 200 collectivités, pour les agents de 200 collectivités. Clairement, ce n'est pas absolument impossible que les agents ne soient pas payés. Imaginez une collectivité qui ne paye plus ses agents. Enfin, ça serait impossible avec les emprunts en cours, etc. Donc ça, c'est ultra prioritaire.
Et on se dit, bon, la base de données documentaire à laquelle on donnait accès à tout le monde, ben on verra après, quoi. Et la mort dans l'âme, hein, parfois. Vous êtes obligé de couper dans le vif et de dire, on fait ça d'abord et ça, on le met à plus tard. Donc de fonctionner en mode dégradé pour continuer à fonctionner quand même. Pardon ? À fonctionner en mode dégradé pour continuer à fonctionner quand même. Alors, on a mis en place une cellule de crise et on faisait le point tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, on voulait savoir où en était le fonctionnement des services et le mode dégradé. Peu à peu, on a vu que très vite ça se remettait, mais effectivement, il y a eu des services, encore maintenant, hein, qui sont en mode un peu dégradé parce qu'on n'a pas récupéré, on a récupéré 95% des données, mais il manque un fichier, il manque un truc. En fait, le maître mot, c'est quand même la communication, l'explication et l'accompagnement, mais surtout, alors, de l'extérieur des clients, entre guillemets, bien sûr, parce qu'ils veulent des explications. On a même été jusqu'à indemniser certaines de ces collectivités. Hein. Mais surtout, parce que c'est le moteur, le nerf de la guerre, en interne, vis-à-vis des agents, parce que si les agents vous lâchent, on a eu quelques arrêts, quelques burn-out, on a eu des départs aussi. Surtout après la crise Covid, en plus, ça se suivait, donc on a eu des départs. Mais globalement, le modèle a tenu. Et ça, c'est ça qui fait qu'on s'en sort. Si les agents vous lâchent, vous fermez. Annie-Joseph, je me tourne à nouveau vers vous. Après cette expérience que vous avez vécue, quelles mesures avez-vous pris pour éviter que cela ne se reproduise? Est-ce que vous pensez que, justement, dans ce nouveau catalogue de services de Seine-Yvelines numérique, il y a des outils pour vous aider, pour votre type de collectivité? Alors, donc, ce que l'on a mis en place dans l'urgence, effectivement, c'est la reconstruction du système. Alors, en mettant d'un côté l'administration, de l'autre côté, bien sûr, les utilisateurs. On a remis en place un système de sauvegarde qui, cette fois, était dédié et loin de la machine. Maintenant, ce qui nous manque, nous, ce que disait monsieur, c'est la gestion de crise, parce que c'est vrai que moi, je me suis trouvée dans cette situation où je ne savais pas ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra que je bâtisse et j'aimerais bien être aidée pour le faire. Et puis, il me manque aussi quelque chose qui est la sécurité au niveau des réseaux, parce que ça, c'est dans une toute petite commune, on n'a pas du tout de compétences. Et ces compétences, on ne sait pas où aller les chercher, sans qu'elles nous coûtent bien sûr une fortune. Et c'est vrai qu'on a besoin d'analyser nos réseaux, où sont les points d'entrée, les difficultés. Et c'est tout ça que j'ai encore à monter, encore 2 ans après, où on n'a pas terminé finalement de régler la crise en fait. Guillaume Crépin, une fois l'attaque passée, peut-on relancer le système d'information? Faut-il le reconstruire? Le message de l'ANSSI, la position aujourd'hui de l'agence, c'est qu'un système d'information qui a été compromis doit être reconstruit de zéro. Vous ne pouvez pas repartir sur un système bancal parce que vous allez repartir avec vos vulnérabilités, vous allez repartir avec les trous qui existaient déjà, sur un système qui était déjà ancien, qui n'était pas forcément à l'état de l'art, donc ce n'est pas la peine de le redémarrer. Et surtout, même si vous avez l'apparence d'avoir chassé votre attaquant, comme je vous disais, il a pu se ménager des portes d'entrée. Quand il rentre, entre le moment où il rentre et le moment où il va, par exemple, si on parle d'un ransomware, déclencher son chiffrement, nous on constate qu'il était présent dans le système pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le temps de rentrer, de s'installer, de se déployer, de regarder où il est et surtout de se ménager des portes d'entrée, des portes de sortie. Donc il a pu installer des choses à votre insu, il a installé des choses à votre insu dans des recoins de votre système d'information qui vont persister si vous redémarrez en l'état. Donc non, le message de l'ANSSI aujourd'hui, c'est un système d'information compromis n'est plus de confiance et doit être intégralement reconstruit. Donc ça aussi, malheureusement, ça s'anticipe. Il faut le prévoir, il faut prévoir le temps, il faut prévoir le budget de reconstruction en fonction de la taille de votre système. Pourquoi ça prend du temps? Parce que la reconstruction doit se faire progressivement. Pour entrer un peu dans les détails, on va commencer par reconstruire un cœur de confiance, un tout petit cœur de confiance que vous allez maîtriser, que vous allez mettre à l'état de l'art. Et progressivement, très progressivement, un par un, on va reconnecter les services du plus critique au moins critique. Donc là encore, il faut tailler dans le gras.
Mais vous allez reconnecter vos services un par un sur votre cœur de confiance. Certainement pas tous en même temps, certainement pas dans le désordre, mais à chaque reconnexion, ça doit être vérifié et validé par l'autorité, validé par le responsable technique, pour que chaque étape soit faite à l'état de l'art et dans l'ordre. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Pour certaines communes, ça prend jusqu'à 2 ans pour obtenir un système à peu près fonctionnel. Et évidemment, ça a un coût. On parle de 500 000 à 600 000 euros pour une commune d'une taille moyenne, on va dire, pour une reconstruction complète et pour repartir sur un système, au bout de 2 ans, qui est à peu près convenable. Donc oui, ça aussi, ça s'anticipe. Donc au-delà de la gestion de crise, on anticipe, on budgète éventuellement, et on se pose la question du si ça tombe, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on est assuré suffisamment pour pouvoir repartir? Qui va nous aider? Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire? Et surtout, dans quel ordre on reconstruit. Donc là encore, ça demande d'identifier les services qu'on utilise et de les classer par criticité. Alors quand on parle à un chef de service, à un maire, à un élu, à un directeur de service, on lui dit qu'est-ce qui est critique? Tout est critique. Malheureusement, il faut prioriser, effectivement, et reconstruire dans l'ordre du critique au moins critique. Denis Larguereau, vous me disiez en préparant cette table ronde que l'audit de sécurité que vous aviez lancé avait révélé des carences qui n'étaient pas forcément dans l'objet de l'audit de sécurité. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme dysfonctionnement ou carences dans votre organisation, dans le système d'information? Alors, je ne vous le dirai pas parce que sinon, vous allez profiter de mes failles pour, pour lancer une attaque. C'est le but, Mais, partage des bonnes pratiques, on appelle ça. ce que je voulais dire, c'est que d'abord, cet audit, il est accompagné financièrement par l'État, ce qui est un point important pour rebondir sur ce que vient de dire M. Crespin, c'est que dans ces affaires-là, on est très rapidement aussi confronté à un problème de moyens, de ressources. Puisque quand vous prenez le sujet globalement, on l'a dit, de la sensibilisation jusqu'à l'expertise technique ou le changement d'applicatif métier et ou effectivement le recours à des dispositifs que vous n'aviez pas mis en place jusqu'à maintenant. Typiquement, si je prends l'exemple là de Meudon, l'audit, vous êtes autour de 40-50 000 euros. Ensuite, donc, sur cette base-là, vous allez avoir des préconisations qui sont chiffrées dans le cadre de l'audit. Vous êtes évidemment au-delà de 100 000 euros et vous atteignez pas loin de 200 000 euros. Vous êtes susceptible d'être encore accompagné par l'État à hauteur de 60 000 euros. Donc, ça vous fait un package en gros de 90 000, 100 000 euros d'aide sur l'audit et les préconisations. Mais vous voyez bien que, ne serait-ce que dans le cadre d'un audit de préconisation, le compte n'y est pas encore. C'est-à-dire que la collectivité, et c'est normal d'ailleurs, il n'y a pas de raison que l'État prenne en charge la totalité des frais, vous devez effectivement consacrer des moyens à cette matière. Donc, effectivement, nous, les points de progression que nous avons identifiés, quand on parle du plan de gestion de crise, on est en train, nous, de finaliser notre plan communal de sauvegarde. Donc c'est un des éléments de notre plan communal de sauvegarde qui doit être numérisé d'ailleurs. Mais évidemment, donc une version papier existe, mais vous savez que l'obligation de numérisation du PCS s'applique maintenant. Et donc, c'est un élément de ce PCS, le plan de gestion de crise, effectivement, d'une cyberattaque. Donc, il y a là un sujet de programmation budgétaire, et c'est vrai que dans la programmation budgétaire qui était la nôtre jusqu'à maintenant, si vous voulez, la part consacrée à l'anticipation d'une crise liée à une cyberattaque et la nécessité de positionner du budget sur de la mise à jour régulière et du crédit sur de la sensibilisation autour de ces questions-là est clairement insuffisante. Donc il va falloir qu'on révise notre programmation budgétaire. Et donc ça, c'est un point évidemment majeur. Le deuxième, c'est que dans le temps de travail des équipes consacrées à la cybersécurité, pour le dire très vite, eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est un temps de travail qui est là aussi
sans doute insuffisant, notoirement insuffisant. C'est-à-dire que nos équipes sont toujours mobilisées sur un tas de sujets, la réponse aux utilisateurs, la réponse aux clients, la réponse effectivement à tout un tas de sujets, mais pas suffisamment orientés cybersécurité. Donc là aussi, dans l'organisation des services et dans les fiches de poste, en fait, tout simplement, il faut être capable de réserver du temps à ces sujets-là et de l'écrire et de s'y tenir. Aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on fait quand il reste du temps, d'une certaine manière, dans bien des cas. Et donc ça, il faut être aussi capable, en termes de gouvernance, d'organisation, de dire, comme on le fait nous, par exemple, le jeudi après-midi, les services à Meudon, les services sont fermés au public, pour laisser le temps justement aux équipes de consacrer du temps à du travail en équipe, à du travail sur les dossiers, sur les projets, etc. Mais il faut être capable, pour la cybersécurité, de dire il y a ce temps-là, il faut qu'il soit consacré et il est sanctuarisé sans doute à ces questions-là. Ça fait partie des sujets, nous, qu'on a pu identifier dans le cadre de l'audit et sur lesquels on a très clairement à progresser. Une dernière question avant de prendre éventuellement celle du public. Guillaume Crépin, vous avez, enfin, Denis Larguereau a évoqué quelques éléments de coûts d'audit. Vous avez évoqué également de votre part des éléments de coûts de restauration de système. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui sur un modèle d'attaque de type ransomware à donner une idée du coût de l'attaque versus le coût d'une protection digne de ce nom? Alors, pas vraiment, non. C'est parce que tout est relatif. Le coût d'une attaque, il est faible. Rapporté à la victime unitaire, le coût d'une attaque est extrêmement faible. Comme je vous l'ai dit, tout est industrialisé. Les attaquants vont utiliser des réseaux, ils vont lancer des centaines de milliers d'attaques en même temps à partir de leurs robots. Et ça leur coûte pas grand-chose. Ça leur coûte un peu d'argent pour recruter les savoir-faire, de l'argent pour louer des infrastructures sur lesquelles ils vont s'appuyer. Mais ils ont quand même des ressources extrêmement importantes de leur côté. Le coût d'une défense, c'est pareil, ça dépend de l'organisation. L'ANSSI considère que le budget qui doit être accordé à la sécurité numérique, alors c'est la considération de l'Agence nationale, et on sait très bien que sur le terrain, on en est loin. Il n'empêche qu'il faut quand même fixer un but à atteindre, un état de l'art à atteindre. Donc aujourd'hui, l'ANSSI considère que le budget qui doit être accordé à la sécurité numérique doit être de 10% du budget accordé au numérique ou des budgets du numérique. 10%. Aujourd'hui, nous, on constate qu'on est sur une moyenne de 4 ou de 4,5 avec un énorme delta. Parfois, c'est 0 tout simplement. Mais aujourd'hui, l'ANSSI, encore une fois, c'est ce message-là, considère que 10% du budget du numérique doit être sanctuarisé spécifiquement pour la sécurité numérique. On parle aujourd'hui des ransomware, des rançongiciels. Il y a plein d'autres types d'attaques aujourd'hui. Et il ne faut pas seulement se focaliser sur les rançongiciels. On en a de toute nature. Ça peut être du vol de mots de passe, ça peut être du piratage de comptes, ça peut être de l'intrusion, tout simplement. Ça peut être l'utilisation des objets connectés de la collectivité ou de l'entreprise à d'autres fins, des fins de rebond, des fins de phishing. On a vu des attaques menées en distribution, en déni de service, c'est-à-dire lancer des centaines de milliers de requêtes sur une seule machine pour la noyer et qui étaient envoyées depuis des caméras de surveillance parce qu'elles n'étaient pas protégées, le mot de passe n'existait pas ou il était extrêmement faible quand il existait. Un attaquant a pris le contrôle de 500 000, 600 000 caméras connectées qui n'étaient pas sécurisées et les a toutes redirigées, non plus pour filmer, mais pour envoyer des attaques, pour envoyer des requêtes vers une machine ciblée. Donc on l'a fait tomber comme ça. Vous avez aussi, par exemple, des serveurs qui sont hébergés chez vous. On ne va pas les chiffrer, on ne va pas voler de la donnée, mais simplement on va utiliser la puissance de calcul pour miner de la crypto-monnaie. Et votre serveur, d'un seul coup, quand il tourne à 15-20% de ses capacités sur les applicatifs métiers de votre commune, il se retrouve d'un seul coup à utiliser 100% de sa compétence, donc 100% de son énergie, et c'est plus pour vous, mais c'est pour miner de la crypto-monnaie. Ça aussi, c'est une manière d'attaquer. Donc ça aussi, ça se prévoit, ça s'anticipe et ça se gère. Donc aujourd'hui, on est focalisé sur les rançongiciels. Sur le bilan annuel 2021 de l'ANSSI, les rançongiciels, c'était à peu moins de 7% de l'ensemble des incidents qui étaient remontés. Donc oui, c'est visible, oui, c'est destructeur, oui, ça coûte cher, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, si on veut parler un petit peu des grands dossiers, on a ouvert l'année dernière, en 2021, 17 opérations de cyberdéfense.
Les opérations de cyberdéfense, c'est le niveau le plus élevé en matière de ressources de l'agence, où on va mettre en place un chef d'orchestre qui va piloter différents moyens pour des très gros dossiers. On a donc ouvert 17 opérations de cyberdéfense l'année dernière. Sur ces 17, 14 concernaient de l'espionnage étatique et industriel. Donc le rançongiciel, oui, c'est très visible, oui, c'est destructeur, mais aujourd'hui, ce qui nous prend vraiment beaucoup de ressources, c'est tout ce qui est souterrain, furtif, tout ce qui est espionnage, et notre tissu économique est extrêmement vulnérable. On a énormément de sociétés françaises qui sont espionnées par les concurrents, qui veulent récupérer un savoir-faire, un avantage, qui veulent rattraper leur retard. Et ça aussi, ça fait partie des attaques pour lesquelles il faut se prémunir. Donc se prémunir, ce n'est pas seulement viser les rançongiciels, c'est vraiment se prémunir de l'ensemble des attaques qui peuvent exister. Donc c'est se tenir informé de tout ce qui existe et ensuite d'individualiser en fonction de son organisation, de ses métiers et de son système sur les risques réellement encourus et réellement impactants pour son organisation. Et combler ce déficit d'investissement en se tournant par exemple vers le catalogue des services de Seine-Yvelines numérique, donc, qui est maintenant à jour, donc, pour aider toutes les collectivités. Alors le temps tourne beaucoup, donc on a le temps peut-être de prendre une question ou deux avant de passer la main. Est-ce que nous avons des questions? Si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît, on viendra avec un micro. Voilà, si vous voulez bien vous présenter en posant votre question. Bonjour, Philippe Arnaud-Arranger, directeur du numérique de la commune du Chênay-Rocancourt, à côté. Nous nous interrogeons sur l'opportunité de mettre en place le plan de continuation de l'information des systèmes informatiques à l'intérieur du plan communal de sauvegarde, étant donné que ça devient une menace extrêmement avérée pour les systèmes et pour le bon fonctionnement de la commune. Est-ce que vous avez des exemples de collectivités qui ont fait ce genre d'engagement, qui ont directement adossé la continuité informatique dans le PCS, dans le plan communal de sauvegarde? Et si oui, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou est-ce que voilà, globalement, il y a des pointeurs là-dessus? Guillaume. J'ai eu la chance et le privilège, il y a quelques semaines, d'animer un atelier pour un département voisin dans le 92, un atelier dédié aux responsables PCS du 92 qui était organisé par la préfecture donc, de Nanterre, qui était axé sur la gestion de crise. Et à mon sens, les référents des plans communaux de sauvegarde sont les personnes les mieux placées pour pouvoir anticiper et gérer, rédiger un plan de gestion de crise. Donc oui, je pense que c'est le bon niveau parce qu'ils ont l'habitude de gérer des crises. On considère, nous, à l'agence, que ce que le grand public appelle une crise cyber, nous on appelle ça une crise de nature cyber, d'origine cyber. Une crise d'origine cyber n'est pas différente d'une crise habituelle, simplement qu'elle a des spécificités qui lui sont propres, mais elle se gère exactement de la même manière, avec des impacts sur le réel. On va avoir des impacts techniques, mais qui vont avoir des répercussions sur le terrain, des répercussions réelles qui s'anticipent et qui se gèrent de la même manière que n'importe quelle crise que vous auriez à gérer sur votre commune. Un éboulement, une fuite de gaz, un risque Céveso, tout ça a des impacts. Il faut mettre en place des procédures, il faut sécuriser, mettre en place des gens. Nous, on considère qu'encore une fois, et c'est le message, il n'y a pas de crise cyber, il y a des crises de nature cyber qui se gèrent comme une crise traditionnelle en tenant compte des spécificités. Ces spécificités-là, encore une fois, elles sont détaillées, exposées dans les différentes guides qu'on a publiés. Donc vous pouvez vous y référer pour pouvoir les prendre en compte et pour pouvoir mettre en place un plan de gestion de crise qui va véritablement s'appuyer sur ces spécificités-là pour en faire quelque chose de bien taillé qui réponde à ce besoin particulier. Merci Guillaume Crépin de ces mots de conclusion. Donc merci mesdames et messieurs de votre attention et merci madame, merci monsieur de votre participation.